Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Juin 1900, à Pékin, l'atmosphère est électrique. Une révolte se prépare. On sent beaucoup d'inquiétude partout. La Chine, à l'époque, est au crépuscule de la dynastie Qing, fondée par des Mandchous. C'est une dynastie qui a 3 siècles environ, et le pouvoir est exercé depuis la très célèbre cité interdite à Pékin par l'impératrice douairière Cixi. Cela s'écrit C-I-X-I en pinyin. Au sud de la cité et au sud de cette cité interdite à Pékin, un quartier très particulier, celui des légations, représentation diplomatique où l'on trouve non pas des ambassadeurs mais des ministres plénipotentiaires. C'est le quartier des étrangers, si vous voulez, où habitent principalement des Européens, mais aussi des Américains, des Russes, des Japonais. Dans ce milieu sophistiqué, on s'inquiète beaucoup de l'orage qui menace, de cette révolte qui gronde, menée par des hommes déterminés qui s'habillent tout en blanc et qui portent, c'est une sorte de signe d'appartenance pour eux, ils portent une simple ceinture rouge ainsi qu'un foulard rouge également sur la tête. Ils maîtrisent les arts martiaux et la boxe chinoise, d'où le surnom qu'on leur donne, les boxeurs, en anglais boxers. Ils ont aussi un emblème qui est le point de la justice et de la concorde. Vous voyez pourquoi ce sont les boxeurs. Oh, ça ressemble à une secte, ce mouvement, disons les choses. Leurs membres passent des heures à accomplir toutes sortes de rites qui, d'après eux, doivent les rendre invulnérables au tir des armes à feu, et ils n'ont qu'une obsession: exterminer les étrangers, exterminer toute l'influence européenne en Chine, et notamment tous ces convertis catholiques. Il s'agit de les chasser définitivement de l'empire du milieu. Ces boxeurs ont l'intention de s'attaquer maintenant au quartier des légations. Vous comprenez l'inquiétude qui règne dans ces milieux diplomatiques au début du mois de juin 1900, surtout quand un diplomate japonais vient à être tué, des églises sont brûlées, des bâtiments européens sont maintenant incendiés, et partout on apprend que des chrétiens ont été lynchés par des foules excitées. Et dans le même temps, les discussions diplomatiques avec l'impératrice Cixi traînent. On n'a pas l'impression qu'on s'engage sur le chemin de la paix. Et d'ailleurs, l'attitude de l'impératrice douairière est extrêmement ambiguë. On a l'impression qu'elle est d'accord avec ce qui se passe. La dernière tentative de négociation a été menée par un diplomate allemand, le baron Clemens von Kettler, et ça a été un échec total, parce qu'au moment où le baron a quitté sa légation pour se rendre à la cité interdite, il a carrément été assassiné en pleine rue alors qu'il était assis sur son palanquin. Vous savez, ces grandes chaises qui étaient portées à bras d'homme. On est là le 20 juin 1900 et désormais on peut dire du quartier des légations qu'il est transformé en un camp retranché. Les relations diplomatiques avec la cour impériale vont être rompues. C'est le début du siège, c'est le début de la résistance pour les Occidentaux qui se sentent vraiment très à l'étroit dans ce quartier autour duquel gronde la pire des révoltes. Occidentaux, quand je dis occidentaux, avec les Japonais, les Russes et même un certain nombre de chrétiens chinois, bien sûr. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là ? La Chine, je vous l'ai dit, est dirigée par Cixi, la mère vénérable. Elle gouverne l'empire depuis 1861. Elle a assuré la régence à l'époque où son fils est devenu empereur. Et puis, à la mort de celui-ci, elle a passé en force pour installer sur le trône son neveu Guangxu. Et quand celui-ci s'est apprêté à lancé tout un programme de réformes. Cixi, qui c'est vrai était très encouragé par tout le camp mandarinal des conservateurs, a fomenté une espèce de coup d'État. Elle a mis le jeune empereur sous surveillance pour reprendre pour elle le pouvoir. On était là à la toute fin du siècle. Il faut vous dire que s'étaient déroulées pendant ce 19e siècle, évidemment, les guerres de l'opium. Vous vous rappelez, dans les années 1840 et 1860, il faut vous dire que les Anglais n'avaient rien trouvé de mieux pour équilibrer leur balance commerciale avec la Chine que d'empoisonner littéralement la société chinoise avec de l'opium qu'ils vendaient très cher, ce qui avait pour la Chine uniquement des désavantages. Bref, on est là, 1898, 2 ans avant le siège des légations. La Chine est endormie et pas seulement par l'opium. Ces 2 guerres ont contraint le pouvoir impérial à ouvrir des concessions étrangères sur les côtes.
le long des fleuves. Autant dire que maintenant, la Grande-Bretagne, la France, la Russie, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique sont quasiment chez elles en Chine. L'Angleterre détient carrément Hong Kong, et tout le monde veut sa part du gâteau. Vous vous rappelez cette grande caricature où l'on voit les puissances occidentales en train de se partager le gâteau chinois. Et puis, il y a ces missions chrétiennes qui sont là pour convertir le plus possible de Chinois en sapant toutes les vieilles morales traditionnelles issues du confucianisme et du taoïsme et du bouddhisme, etc. Bien. Arrive en 1895 la guerre sino-japonaise qui a été remportée haut la main par le Japon, qui a obtenu l'île de Formose, que nous appelons Taïwan, et le protectorat sur la Corée. Autant dire que les Occidentaux se sont dit que si les Japonais ouvraient la voie, ils pouvaient peut-être s'engouffrer dans cette nouvelle brèche. Les Européens ont obtenu des privilèges invraisemblables sous forme d'emprunts d'État, de concessions, de dépôts de charbon, de mines à exploiter, de voies ferrées, bref, enfin bon. Et puis on a ouvert toutes sortes de compagnies de navigation fluviale. Autant dire que la Chine n'est plus du tout chez elle. Une sourde colère est en train de monter contre cette présence étrangère, contre cette nouvelle religion prosélyte, là, ce catholicisme, et contre la cour impériale qui est suspectée de leur être complaisante à l'une et à l'autre. Vous écoutez Radio Classique. Ça faisait 5 ans déjà que des agressions avaient été recensées dans le Sichuan contre des missionnaires. La cathédrale de Chengdu a été détruite en 1895. À la fin de l'année 98, le père Chanès a été assassiné dans le Guangdong. Il y a eu aussi dans le Hubei cet assassinat du moine franciscain Delbrouck. C'est un explorateur français, Charles Eudes Bonin, qui le mieux a perçu le niveau d'insécurité en Chine du Nord au moment de ce tournant du 19e au 20e siècle. C'est lui qui directement a alerté le ministre de France à Pékin, Stéphane Pichon. Et dans un premier temps, on ne peut pas dire que le diplomate ait pris tout ça très au sérieux, mais quand même, il a fini par envoyer une lettre au ministre des Affaires étrangères. C'est Delcassé, bien sûr, en France, qui a décidé de lancer une enquête sur tous ces agissements anti-chrétiens et anti-français, d'autant que le 12 novembre 1899, les enseignes de vaisseaux Gourlanen et Kuhn ont été décapitées par des soldats chinois. Ça commence à faire beaucoup. L'événement a fait la une du Petit Journal le 3 décembre 1899, et ça y est, en France, on ne parle plus que de ça. Ça a beaucoup ému l'opinion publique, bien sûr. Et désormais, à Pékin, le corps diplomatique est bien résolu à réagir. On réfère de tout cela à l'impératrice Cixi, qui prend un décret pour prohiber les sociétés secrètes et les punir. Sauf que très vite, d'autres décrets impériaux nettement plus ambigus laissent une véritable marge de manœuvre aux boxeurs. On voit qu'en vérité, la cour impériale, en sous-main, travaille avec les boxeurs. Alors, elle est difficile à saisir, cette impératrice-ci. D'un côté, elle est extrêmement courtoise, c'est une véritable diplomate, et puis d'un autre côté, elle se montre d'une sécheresse, d'une fermeté terrible envers les Occidentaux qui, avec elle, ne savent jamais sur quel pied danser. Elle louvoie, si vous voulez. Il faut vous dire qu'elle est dirigée par 2 hauts dignitaires qui ont des opinions complètement opposées sur ce qu'il convient de faire. D'abord, le prince Duan a pris fait et cause pour les boxeurs, et il souhaite que la Chine retrouve son indépendance, qu'elle chasse tout ce qu'il y a de trop étranger dans les influences qui se manifestent sur elle. Et puis, celui qui est à la tête de l'armée impériale, en revanche, le général Ronglu, lui est nettement plus modéré, et il implore constamment l'impératrice de ne pas suivre l'avis du prince, en disant que si jamais on allait trop loin, ça risque de créer une véritable tragédie. On n'est pas en mesure, dit le général Ronglu, qui sait de quoi il parle, de tenir tête aux forces armées étrangères. L'avis de l'impératrice, pourtant, finit par pencher très clairement du côté du prince Duan. Le 20 mai, Stéphane Pichon fait état au ministre Delcassé d'une situation devenue dramatique, je le cite. « La crise ne fait que s'accentuer. Pao Tingfu, Tianjin et Pékin sont entourés de bandes de convulsionnaires et de fanatiques qui se grossissent de toute la population vagabonde et surexcitée, et sous l'action de meneurs influents qui les subventionnent, volent, pillent, incendient
tuent sur leur passage. Ils ont détruit le village de Kaolo, où ils ont massacré et brûlé vifs 70 chrétiens indigènes. Je reçois quotidiennement depuis une dizaine de jours lettre sur lettre de Monseigneur Favier, l'évêque de Pékin, qui est dans un état d'alarme extrême. Il réclame des détachements de marins et déclare que les plus grands malheurs sont imminents. Vous voyez quand même les nouvelles qui arrivent à Paris. Et le 28 mai, on décrète l'envoi de détachements militaires. Le 29, les rebelles chinois incendient la gare et détruisent le chemin de fer juste à l'entrée de Pékin. Les voilà donc maintenant aux portes de la capitale de l'Empire, prêts à en découdre avec tous ces étrangers qui, dans leur légation, commencent à s'affoler sérieusement. La situation s'enflamme en juin, donc, avec l'incendie de la cathédrale de Pétang, qui devient le théâtre de combats terribles. Monseigneur Favier dirige en personne la défense de sa cathédrale, où 3000 convertis se sont réfugiés. Il a le renfort d'une trentaine de marins français, mais en face de lui, 10 000 boxeurs déterminés à passer à tabac toute la communauté chrétienne. Et la défense de la cathédrale tient du miracle. Et pourtant, ça va réussir. On est à seulement 3 km de délégation, pour vous donner une idée. Durant cette révolte, ce ne sont pas moins de 15 à 20 000 catholiques qui vont être massacrés. Les 3/4 des chapelles et des églises sont détruites. On ne veut pas de ces influences étrangères à la Chine du côté des boxeurs. Et dans le quartier délégation, après les dernières rencontres avec l'impératrice, on a décrété l'état de siège. Plus possible d'évacuer. De toute façon, maintenant, les boxeurs sont tout autour. Ça fait comme une ceinture. On est assiégés, littéralement. Ça fait 40 ans que des représentations diplomatiques se sont implantées dans cette capitale chinoise. On trouverait un peu honteux maintenant d'abandonner le terrain, si vous voulez. Et tous les officiels présents sont conscients qu'il s'agit d'un sacrifice qu'on va leur demander, que leurs nations d'origine vont leur demander. Alors, d'une source à l'autre, les chiffres varient, mais on estime qu'il y a à peu près 1500 Européens dans ce quartier délégation de Pékin. Près de 3000 chrétiens également, des indigènes, sont venus s'y réfugier. Quant aux soldats, ils sont pas nombreux, quelques centaines seulement. Il s'agit de défendre ce petit périmètre à quelques centaines face à des milliers tout autour. Tout ce petit monde s'active. Les Russes dressent une barricade à un point faible et devant l'ambassade anglaise, on fait creuser des tranchées. Les rideaux des ambassades servent d'étoffe pour confectionner des sacs de sable. Vous voyez à peu près où on en est arrivé. Bien sûr, on a pris le soin de fermer les portes du quartier délégation. Des sentinelles grimpent en haut des remparts pour observer les mouvements ennemis. En face, les boxers sont littéralement à incandescence et maintenant ils ont l'appui de l'armée impériale. C'est ça qu'il faut quand même dire, évidemment. Ils regardent avec beaucoup d'hostilité les drapeaux étrangers qui flottent sur les toits délégation. C'est le colonel japonais Shiba Goro qui va constater un mouvement de boxeurs vers le mur tartare, c'est-à-dire en face de la légation française. D'ailleurs, c'est cette légation française qui est prise pour cible d'abord par des hordes de boxeurs. C'est d'ailleurs celle qui sera le plus attaquée pendant toute l'attaque, avec des fusiliers marins qui vont perdre la vie là pour défendre cette légation française. On n'imagine pas la violence des combats. Je ne parle pas de petites escarmouches là. Les insurgés sont très peu équipés d'armes, en tout cas d'armes lourdes. Ils sont mal entraînés. Des milliers vont être tués. Les soldats étrangers s'étant dotés d'armes modernes, mais leurs adversaires sont tellement nombreux. Si vous voulez, d'un côté, vous avez une armée très peu entraînée, très peu armée, mais hyper nombreuse. De l'autre, des gens très entraînés et surarmés, mais qui sont vraiment très peu nombreux, avec des munitions qui viennent à manquer. On construit un hôpital rudimentaire dans le bâtiment de la légation allemande. Les femmes des diplomates s'improvisent infirmières pour soigner tous ceux qui ont été blessés nuit et jour, malgré quelques accalmies. Les combats vont s'enchaîner. Il faut trouver des vivres, des médicaments. Tout vient à manquer. Les civils comme les militaires sont épuisés. Les lignes de communication sont coupées. On peut dire que tous ces diplomates maintenant s'attendent à être massacrés. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors en Europe, l'émotion populaire a déclenché une réaction des gouvernements. Les Russes ont envoyé des croiseurs, les Japonais aussi,
qui naviguent au large de la Chine, ces croiseurs. La France a puisé dans ses réserves opérationnelles en Indochine. L'Angleterre a fait de même avec les troupes qu'elle avait en Inde. Les Américains, puis les Italiens et les Austro-Hongrois se sont également mobilisés. Alors là, avec des contingents nettement plus faibles, mais l'Allemagne a aussi envoyé le gros de la troupe. Et d'ailleurs, le maréchal von Waldersee, qui assure le commandement de l'ensemble de l'opération, est maintenant à la tête d'une véritable armée. Avant ce débarquement dans l'Empire du Milieu, les Britanniques ont tenté de rallier Pékin pour prêter main forte aux assiégés. C'était l'amiral Seymour qui est arrivé, mais les 2000 hommes qui avaient pu être réunis ont été repoussés à 100 km de leur objectif par une garnison de l'armée impériale, appuyée par des boxeurs. Vous voyez que maintenant, il n'y a plus d'ambiguïté. L'impératrice, ceci, a choisi son camp. Le corps expéditionnaire international, composé de 20 000 soldats aguerris et très bien équipés, s'avance maintenant, en tout cas depuis le début du mois de juillet 1900, avance à travers la Chine. Cette alliance des 8 nations surarmées va, le 14 juillet, remporter à Tientsin une bataille absolument décisive qui lui ouvre la voie, qui lui laisse le champ libre pour atteindre Pékin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et à l'intérieur du camp retranché des légations, on attend toujours d'être secouru. Pour tenir tête aux boxeurs et à l'armée impériale, il faut encore accomplir quelques exploits, grâce notamment à un canon qu'on bricole comme on a pu, avec un fût britannique, un affût italien, des obus russes et des artilleurs américains. Vous voyez un peu l'ambiance. Et puis, malgré les incendies partout, la fatigue, malgré les maladies qui se propagent maintenant et l'odeur nauséabonde de ces cadavres qu'on finit par être obligé d'empiler, le silence apparaît à la mi-août. On entend seulement au loin des coups de canon. Les derniers soldats grimpent prudemment sur les barricades, observent la ville qui se vide des assaillants. Les boxeurs sont partis en pleine panique, ainsi que les soldats chinois d'ailleurs. C'est donc pour les diplomates étrangers la délivrance. Des uniformes rouges, verts, bleus sont en train de franchir à la porte ouest de la cité tartare. Des colonnes d'infanterie, baïonnettes au canon suivent. Il n'y a aucune résistance face à la force de frappe, bien sûr, des 8 nations armées. On est là le 14 août 1900. C'est le 55e jour du siège des légations. Ça vous donne une idée, ça, bien entendu, 55e jour. Ça vous fait penser au film qui sera tiré de tout cela en 1963, en pleine épopée maoïste en Chine d'ailleurs. L'Occident se rappelle l'époque où il mettait la Chine à genoux, d'une certaine manière, les 55 jours de Pékin, de Nicholas Ray, bien sûr, avec Charlton Heston, Ava Gardner, David Niven, scénario qui a pris quelques libertés avec la réalité historique, en mettant très en avant le rôle des Américains notamment, mais qui a eu le mérite de rappeler cet épisode moderne de l'histoire de la Chine. Et puis, dans une des scènes, on entend l'ambassadeur britannique qui cite Napoléon: « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Alors, si j'en crois le cher Jean Tullard, la citation en question est en grande partie inventée par le scénariste. Il n'empêche, Alain Perfit la reprendra pour le titre du célèbre essai qu'il publiera en 1973, « Quand la Chine s'éveillera », n'est-ce pas bien? On doit pouvoir dire qu'elle s'est éveillée, la Chine, et qu'effectivement, de plus en plus souvent, le monde tremble. Vous écoutez Radio Classique.